Également, on va parler de haute couture avec Yves Saint-Laurent comme tête d'affiche. C'est que nous recevons celui qui a été son amant, Fabrice Thomas, et il nous décrit un monde qui semble rempli de strass et de paillettes. Et cependant, ce livre-là nous présente la part sombre de ce monde et du designer également. Ça s'appelle Saint-Laurent et moi, une histoire intime. C'est écrit par Alina Potocka. C'est Fabrice Thomas qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, merci pour votre invitation. Alors, mais quelle vie que la vôtre! Oh là, oui, c'est toute une aventure, effectivement. Ah, wow! Je viens de finir la lecture du livre. Ce qui m'a frappé, c'est que, je le disais en introduction, l'impression que la haute couture, c'est les millionnaires, c'est la belle vie, tout va bien, Bien sûr. Tout est beau, on admire ça, alors qu'il y a tellement une partie très sombre à tout ça que vous avez vécu. Sombre, c'est une façon de voir. Là, je parle de vie privée, de grands personnages. Et c'est pas du tout la même chose. Parce que Yves Saint-Laurent et Pierre Berger, si vous ne connaissez pas le domaine de la haute couture, ce sont des icônes. Absolument. Yves Saint-Laurent, c'est la marque. Pierre Berger était l'homme d'affaires Oui. et son conjoint en même temps. Absolument. Alors, c'était deux icônes, deux hommes d'exception, mais en même temps, deux êtres très malades sexuellement. Je peux vous en parler là. Oui, absolument. Et vous en parlez dans le livre. Absolument. Abondamment. Oui. Absolument. Des fois, c'est un peu graphique. On est mal à l'aise de le lire tellement il y a des détails. Et encore, ça a été édulcoré, vous savez, oui. parce que je voulais pas frapper les oreilles chastes. Oui. Alors, expliquez-moi, vous êtes... et c'est ça, quand je vous dis que vous allez voir un monde singulier, c'est vraiment, il n'y a pas de repère. Moralement, là, moi, j'ai perdu mes repères là-dedans. D'abord, votre père, faut-il le souligner, a été le chauffeur de Pierre Berger. Absolument, Yves Saint-Laurent aussi. C'est une histoire de famille, à vrai dire. Ça a commencé par ma grand-mère. Elle était femme de ménage dans sa première maison de haute couture. Le soir, elle nettoyait les ateliers et c'est elle qui a fait embaucher mon père. C'était un des premiers employés. Ma grand-mère et mon père ont été les premiers employés de la maison de haute couture. Et votre père a dû avoir des relations sexuelles, donc, avec Pierre Berger. C'est évident. Pierre Berger m'en a parlé. Mon père, lui, par contre, a toujours été très secret là-dessus, au moins avec moi. Il a toujours, même au niveau de sa famille, il a toujours été très discret. Il n'a jamais parlé de ça. Et vous avez voulu faire un peu comme votre père, prendre une place dans la compagnie? Oui, moi j'avais le syndrome des petits-enfants, vous savez, des enfants qui ont un père pilote de course et qui veulent faire pilote de course. Moi, mon père était chauffeur d'Yves Saint-Laurent, j'ai voulu faire chauffeur d'Yves Saint-Laurent et ça m'a coûté très cher quand même pour pouvoir rentrer dans la société. Je comprends, oui. Parce que vous avez déjà une vie hétérosexuelle. Complètement. Essentiellement, d'ailleurs, tout votre entourage pense que vous êtes hétérosexuel. Je suis hétérosexuel, c'est un fait. Et donc, arrive cette rencontre avec Pierre Berger. Il y a un emploi, vous poussez dans les portes parce que c'est ce que vous voulez faire. Absolument. Et il vous propose un emploi de chauffeur, mais il vous fait comprendre lors de l'embauche qu'il y aura je dirais, d'autres fonctions connexes. Voilà, la clé de sésame, c'était de passer par sa chambre de son hôtel. Ça, c'est pas un secret. Voilà. Et vous l'avez fait? Oui. En toute conscience? Toute conscience, j'ai bien réfléchi à ça. Moi, j'ai besoin de sécurité, j'avais besoin de stabilité, j'ai besoin de rejoindre un groupe. Et c'était le prix à payer. Ça vole bas, mais c'était le prix à payer. Voilà. Et ça vous a donné accès à un monde, je vous le dis, il n'y a pas de repère là-dedans. D'un point de vue moral, c'est difficile de comprendre comment ça fonctionne. Vous êtes avec Pierre Berger, qui est, je dirais, la tête marketing, l'homme d'affaires du couple Berger et Saint-Laurent. Absolument. C'est lui qui fait progresser l'Empire. Complètement. Saint-Laurent, lui, fait les dessins de mode. C'est le génie créatif. Oui. Et donc, vous êtes essentiellement avec Pierre Berger au début. Vous êtes son chauffeur. Et vous le connaissez, mais vous n'avez jamais rencontré avant un certain temps Yves Saint-Laurent. Disons que M. Saint-Laurent, lui, Yves, vivait en reclus tout le temps. C'était un monsieur qui était très difficile à attraper. Voilà. Donc, c'était bien rare de le voir avenue Marceau. Au départ, moi, j'ai travaillé pour le service de presse Rive Gauche. Et j'allais livrer toutes les stars à Paris, j'allais sur les studios de photos, sur les studios de télévision, etc. Ça a commencé comme ça. Et le soir, Pierre Berger, lui, avait un chauffeur la journée. Et moi, le soir, à l'époque où il s'est occupé des opéras de Paris, c'est moi qui l'emmenais le soir. Voilà. Et là, vous avez vu des choses. On parle de parties fines. C'est ce qu'on dit en France, mais nous, on dirait des orgies. J'ai pas fait que voir. J'étais, en premier lieu, j'étais son objet sexuel, on va dire. C'est ça. Mais au début, vous commencez par voir cette vie-là, puis là, vous
plongé de plein pied là-dedans. Là. Absolument, oui, sans réfléchir. Je n'ai pas réfléchi là. Est-ce qu'on comprend si ça se divise en deux, d'un point de vue affaire, entre Oui. Berger et Saint-Laurent? Sexuellement, ils sont un couple. Mais on comprend qu'il y a un sadique puis un masochiste. Et vous avez partagé la couche des deux. Donc, Absolument. avec Berger, vous avez dû être le masochiste parce que lui, il était sadique. J'étais le flagellé. Et pour Yves Saint-Laurent, j'étais le flagellant. À vrai dire, avec un, j'étais d'un côté du manche, et l'autre côté, avec l'autre, j'étais plutôt de l'autre côté. Mais le pire, ce qui est le plus schizophrénique, c'est que pendant longtemps, vous êtes avec Berger et vous rencontrez Saint-Laurent qui vous voit dans l'entreprise. Et Berger vous a pas présenté à Saint-Laurent. Jamais. Il vous voit, vous tombez dans son œil, il vous donne son numéro de téléphone et puis... C'était pas comme... Oui, enfin, disons qu'il m'a beaucoup observé quand même. Il savait, j'avais quand même une bonne réputation. Déjà, d'être discret, ça c'est un fait. Hein. Et puis aussi, ma façon de bouger. J'étais un titi parisien, j'étais un garçon de la rue quand même. Hein, d'où je sortais, ma jeunesse, j'étais quand même un monsieur assez raide. Je crois que c'est ce côté-là qui lui a plu. C'est Tout ça, simplement. Et il m'a désigné pour l'emmener, pour le sortir lors de ses virées nocturnes. Lui, Yves, ce qu'il aimait, c'était braver l'autorité de Pierre Berger. C'est ça, c'était Voilà. comme dans un couple, c'est ça qui est singulier. Voilà. C'est que tu as Berger qui est comme le patron, l'autre qui est le créatif, ils sont en couple, et l'autre veut faire suer l'autre, et il sort le soir, et il vous amène en cachette, là. Ah, oui. Vous êtes avec Berger de temps en temps, et en cachette, vous sortez avec Yves Saint-Laurent, et vous avez une affaire avec lui aussi. Ben, je n'avais pas la bonne place, hein, je n'avais pas la meilleure place. À vrai dire, j'avais la pire place, entre les deux. Voilà. Simplement, à cette époque-là, Pierre Berger et Yves Saint-Laurent étaient en guerre totale. C'est ça, c'est ils ne se en parlaient montagne plus. russe, leur Voilà, relation. ils ne se parlaient plus. Je sais que, par la suite, ils se sont réconciliés en vieillissant, mais à cette époque-là, c'était une guerre absolument totale. Yves avait essayé d'assassiner Pierre, hein, ça c'est dans les journaux. Il y a de quoi. Et vous a raconté des choses d'ailleurs là-dessus. J'étais son confident, point. Le tracas de Pierre Berger, c'est qu'il n'avait pas de limite, aucune limite. Et ça veut dire quoi, ça? Ça On veut n'ira dire... pas dans le détail du livre, parce Oui. que vous donnez des détails sexuels là, que Bon. je ne pourrais pas répéter à la télévision, dans le rapport Sado-Maso, mais disons que Pierre Berger, c'est le dominateur, et il ne va pas avec le dos de la cuillère. Là. C'est clair. Nous, dans l'entreprise, je dis nous, hein, parce qu'on était plusieurs dans ce cas-là, on appelait ça le petit manège. Pierre Berger, lui, son truc à lui, c'était d'être entouré d'esclaves sexuels. Point. C'est tout. Bon, le reste, je le raconte dans le livre. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est que, bon, vous auriez pu être que ça, Oui. et vous rencontrez un et l'autre, sauf que lui, Saint-Laurent, à un moment donné, atteint le fond du baril. Et il Oui. se drogue, il connaît un jeune qui s'appelle Darius. Là. Absolument. Et là, il est vraiment physiquement une déchéance totale. Complète. Et à ce moment-là, j'étais le seul, parce que vous savez, Yves était vraiment quelqu'un qui était très seul. Il avait très peu d'amis. Il avait juste Betty Catroux, intime, et puis Alberto Pinto. Personne n'avait de contact, de parler avec Yves Saint-Laurent et moi. Voilà. Et Yves Saint-Laurent a demandé à Pierre Berger que j'ai une histoire avec lui. Tout simplement. Ça, c'est assez extraordinaire. Moi, j'étais le premier, je me suis assis par terre. Mais quand je dis c'est un monde à part, cet homme-là, Yves Saint-Laurent, a tellement eu tout le monde à ses pieds tout le temps qu'il dit à celui qui est son chum, Pierre Berger, Oui. écoute, moi j'ai besoin maintenant d'avoir quelqu'un qui sera mon fils, mon conjoint et mon père. Ah, absolument. Et ce sera Fabrice. Je veux que Fabrice, vous êtes juste un amant parmi tant d'autres, je veux que ce soit lui qui devienne mon alter ego. Et il veut même faire de vous l'héritier de toute son affaire. C'était fou. Moi, personnellement, je trouvais ça fou. Et il accepte, Pierre Berger accepte parce qu'il sent qu'il est en train de mourir. Là, il n'avait pas le choix. Moi, je pense qu'Yves aurait été mort là, si je n'avais pas été là. Voilà, tout simplement. J'étais le seul à être capable à lui soigner l'âme, on va dire, dans l'absolu. Parce que vous le retrouvez, il revient de Marrakech, je pense, et c'est une locumène, et vous le prenez en charge. Absolument. Il avait le calcalum cassé, l'os du pied cassé, il était drogué, mais je ne peux même pas vous dire, c'était innommable, il ne comprenait même pas ce qu'il disait, il avait les cheveux tout rasés, teints en rouge, etc. Et puis, il fallait faire quelque chose. Et moi, j'étais habitué, quand j'étais jeune, j'avais une maman qui était alcoolique éthylique, et j'étais habitué à cintrer ma maman.
c'est pas facile à parler, à contrôler quelqu'un qui est drogué ou alcoolisé. Bon, j'avais quand même certaines facilités et j'ai réussi à le cintrer et puis à le faire hospitaliser, tout simplement. Et après, vous avez même réussi à engager infirmière J'étais pour obligé, s'occuper de lui bien sûr. pendant un bout de temps parce qu'il Oui. était plus autonome. Bah, et il a réussi à s'extirper de cet état-là. Là. Complètement. Bah, moi, je ne m'étais pas rendu compte à quel point c'était une responsabilité de s'occuper de lui. C'était innommable. Ça me prenait 24 heures sur 24, jour et nuit. J'avais besoin de décompresser un petit peu. J'avais besoin d'aide. Je comprends, parce que juste lire ça, là, je veux dire, c'est fatigant. Là. Je veux dire, on a l'impression que vous êtes toujours à bout de souffle. Ah, ben, On va faire une pause et on parlera de ces années que vous avez partagées avec Yves Saint-Laurent dans 3 minutes. À tout de suite. Avec moi, Fabrice Thomas, on parle du livre Saint-Laurent et moi, une histoire intime aux éditions Hugo Doc. Donc, avant la pause, vous avez décrit comment vous avez rencontré Oui. Yves Saint-Laurent et cette dynamique entre Pierre Berger et Yves Saint-Laurent. Absolument. Ça dure 3 ans Oui. avec Yves Saint-Laurent. Vous avez des bons moments quand même. Oui. Alors, 3 ans, si j'avais à dire des mots sur ces 3 ans, la première année, c'était le bonheur, on va dire. Ça allait bien. Yves avait envie de changer, envie de changer de vie, de voyager. Deuxième année, malheur, parce que je me suis rendu compte que finalement, il ne tiendrait pas ses promesses. Il n'avait pas envie de s'en sortir. La troisième, horreur, totale. Ah ouais. Déjà, moi, j'avais fait un transfert. Vous savez, vivre avec quelqu'un de mélancolique et on va dire, dépressif. Je ne peux pas dire dépressif, mais mélancolique comme Yves, j'ai fini par faire un transfert. Donc j'ai commencé, moi, à me médicamenter. J'avais vraiment besoin de soupapes, qu'on m'ouvre des soupapes. Parce qu'on a l'impression que vous avez subi cette vie-là. Parce que c'est assez extraordinaire. Un gars comme Yves Saint-Laurent dit à Pierre Berger, je veux cet homme-là dans ma vie. Et c'est comme, je voyais comme un empereur romain qui dit, c'est lui. Ou je le marie ou je l'adopte, mais il rentre dans ma vie. Et vous aviez le choix de dire, OK, je me sauve à la course ou j'accepte, et vous avez accepté. Sur le moment, j'ai eu un petit moment d'hésitement, mais en même temps, déjà, j'avais beaucoup de tendresse pour Yves, et puis beaucoup d'admiration. Et puis, il y avait aussi toute une entreprise derrière. Il y avait mon père, j'ai eu tout d'un coup, je me suis senti un petit peu, pas sauveur, mais que l'entreprise avait besoin de moi. C'est surtout pour ça. L'entreprise même. Ah oui. Et l'individu aussi, parce que les vous sentiez qu'il allait mourir sûr. si vous étiez Ah oui, pas là. c'était clair, oui. Donc, vous dites qu'il y a eu des bons moments quand même. Vous partagez, vous allez à Marrakech, des belles semaines. Il fait des dessins pour vous, des dessins érotiques. Absolument, oui. Qui ont été au centre de l'actualité parce que Pierre Berger a dit il les a obtenus frauduleusement. Ça se peut pas qu'on lui ait donné ça vaut trop cher. Et il a fait des allégations à cet égard. À vrai dire, il s'est comporté. Il était odieux avec moi. Moi, j'étais le voir en 2002 et je lui ai montré les dessins qu'il m'avait offerts et je lui ai demandé de me légaliser ma collection de dessins. Et là, il m'a dit, écoute, ça peut éventuellement m'intéresser, je vais te faire une proposition. Ça a commencé comme ça, tout simplement. Si à l'époque, il avait accepté de me les acheter ou m'aurait fait une proposition, il n'y aurait jamais eu de problème. Mais bon, apparemment, ça n'a pas été de son ressort. Parce que c'est retrouvé devant les tribunaux après ou... Absolument, oui. Il a porté plainte contre moi pour vol, recel. Enfin, vous savez, Pierre Berger, là-dessus, il peut être terrible. Bon, ce qu'il ne savait pas, déjà, c'est qu'il y en avait une grosse partie qui m'était dédicacée. Ah ouais. Donc, votre nom est écrit. Ce sont des vrais, là. Ah oui, absolument. Parce qu'il y a des gens qui ont des doutes. Là. En France, on ne parle presque pas de votre livre. Alors, je me dis, est-ce que c'est à cause de ça? Comment vous expliquez que... Non, non. Vous savez, en France, c'est un des pays les plus dictatoriaux au niveau du journalisme. Et je sais que dès qu'on aborde le Pierre Berger, vous connaissez cet homme de pouvoir, il avait des journaux, bien sûr, il pouvait sponsoriser beaucoup de choses. Dès qu'on parle de Pierre Berger, en tous les cas, quand il était vivant, on l'avait toute une cavalerie d'avocats sur le dos. D'ailleurs, c'est ce qui m'est arrivé. Il y a eu un jugement, il y a eu un non-lieu. Pierre Berger a fait appel, il y a eu encore un non-lieu. La justice m'a donné raison. Et vous les avez encore, ces dessins-là? Absolument. Je les ai encore. Je les ai confiés à un de mes amis qui a monté une société, on les a mis en Suisse. Car à l'époque, moi, je doutais un petit peu de Pierre Berger avec ses avocats. Vous savez, il a beaucoup de pouvoir. Donc,
j'étais obligé de trouver une petite, un moyen qui ne me touche pas. OK, donc vous Tout avez simplement. mis ça en Suisse. Voilà. là. Et donc, parlons de ces années-là, ça va bien. Et vous dites la dernière année, moi aussi, je commence à prendre de la drogue, des médicaments. Je suis, vous avez fait comme le Darius d'avant vous, le jeune homme qui a partagé ses jours avec lui. Vous avez aussi votre descente aux enfers, mais lui, comme il est perpétuellement là-dedans, vous êtes les deux aux enfers en même temps. Là. Oui, bien sûr, mais enfin, moi, c'était pas la vie que je rêvais là. Hein. J'avais pas envie de ça. Moi, j'avais envie Surtout qu'il était jaloux en plus de ça. Il vous faisait des reproches tout le temps. Là. Tu couches avec des femmes et couchez-vous avec des femmes à ce moment-là? Oui, bien sûr. Oui. Oui, bien sûr, mais Parce que vous étiez hétérosexuel. Absolument. Est-ce qu'on peut dire que vous étiez bisexuel? Parce que Oui, c'est un peu ambigu, à vrai dire, mais oui, par la force des choses, oui. Est-ce que c'est l'intérêt mercantile de quelqu'un peut lui faire accepter une bisexualité? À ça, je ne saurais pas vous répondre. Donc, mais vous considérez vous-même bisexuel? Oui. OK. Je ne peux pas dire autre chose, oui, dans l'absolu, oui. Et parce que si Berger vous a fouetté, et parce qu'il était le sadique, lui vous demandait exactement l'inverse. Absolument. Et vraiment, plus ça allait, plus il descendait, plus son moral était affecté, plus il voulait que ça lui fasse mal. Il avait besoin de souffrir. Yves, pour créer, avait besoin de souffrir. Des fois, il était tellement loin dans sa mélancolie, tellement perdu dans son intérieur, qu'un coup de fouet le faisait réémerger à la réalité. Oui, c'est ça. Parce qu'il prenait trop de médicaments ou Oui, il avait une camisole chimique, c'était fou. Mais vous dites aussi que la pression à 2 fois par année, il devait produire des nouvelles collections et que quand arrivait cette période de création, la pression était tellement énorme que vous l'avez vu souvent l'œil hagard comme parti, mais il était comme en hyper-concentration, comment vous voyez ça? Oui, il était comme en transe. Ah ouais? Absolument, oui, une transe. À ce moment-là, il ne parlait pas et il pouvait rester des heures et des heures assis sur le coin de son lit à fumer des cigarettes et puis à avoir les yeux perdus comme ça, oui. Avez-vous connu des gens, des milliardaires, des vedettes? Oui, oui, bien sûr. Ouais? Que ça, oui, absolument. Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont impressionné ou pas? Vous étiez jeune à l'époque. Impressionné par, oui, certains par leur gentillesse, Alberto Pinto ou M. Gustave Zumsteck. On voit avec Catherine Deneuve, là. Ah oui, mais bon, Catherine Deneuve était une amie surtout de travail, d'Yves. Dans l'intimité, moi, en 3 ans avec lesquels j'ai vécu Yves, je l'ai vu que très rarement. Je l'ai vu une seule fois à Marrakech, d'ailleurs. Yves l'avait invité pour mon anniversaire, pour mes 30 ans. Donc c'est une vie quand même avec beaucoup d'argent. Vous avez acheté un tas de montres? Non, je n'ai pas acheté un Non, mais tas de lui, montres. vous avez Yves m'a acheté un tas de montres. ça, Moi, j'aurais été ravi d'avoir une Swatch, une certaine D'ailleurs, Swatch. c'est un peu la Swatch qui a mis fin Quelqu'un a mis feu aux poudres, oui. Mais quand même, il vous achetait des montres qui valaient combien? Oh, je peux pas, 15 000 20 000 $, je dirais. Ah Mais ouais. pour lui, c'était des montres de gigolo. Il fallait montrer qu'il avait les moyens de se payer un gig de C'est une luxe. façon de dire il m'appartient. Voilà, ouais. Ah ouais? Souvent, on allait à l'hôtel Grillon à Paris, dans un salon de thé où il y avait toutes les roturières qui étaient là, plein de femmes riches qui étaient là, et puis il aimait bien exhiber son gig. Voilà, c'était très drôle. Alors, peut-être qu'en France, les gens... Ici, Saint-Laurent, c'est une marque plus qu'un homme. Oui. En France, le Berger et Saint-Laurent sont très connus. Est-ce que vous pensez que cette réaction mitigée en France face à vos propos, ça tient du fait que vous déboulonnez vraiment des icônes là-bas? Oui, disons que j'écris l'histoire avec un petit H. Comme vous savez, toutes les histoires qui sont écrites avec des grands H, il y a beaucoup de mensonges là-dedans. Moi, je dis simplement ma vérité. Oui, parce que c'est très graphique. Quand tu imagines le gars qui je sais pas, mais toi, tu l'as admiré toute ta vie, puis tu l'imagines nu en train de... Bon, en tout cas, je dirais pas dans le détail, parce que c'est très graphique. Imaginez un rapport sadomasochisme mais décrit dans le détail. Oui. Et vous le décrivez dans le détail, pourquoi? Donc, pourquoi allez-vous aussi loin que ça? Parce que déjà, ça me soulageait d'expliquer ce que j'avais vécu, la réalité, à vrai dire. Soulagement, vengeance? Ah non, vengeance, non. Pourquoi de la vengeance? Non, j'ai pas de vengeance. C'est un soulagement. Pour Berger, qui vous a pas donné la vie facile. Ah oui, mais je pense que d'autres révélations vont être faites
dans le futur, ça c'est sûr, parce que quand on parle de Dominique Strauss-Kahn ou de Weinstein, croyez-moi, c'était des enfants de cœur à côté de lui. Ah ouais? Oui. Oui, c'est ça. On se rend compte que c'était un monde parallèle, c'est ce que je comprends. Alors, comment ça finit? Parce qu'un jour, il veut plus rien savoir de vous, il veut plus vous voir, vous l'avez plus jamais revu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Déjà, moi, j'en pouvais plus. Moi, j'avais envie de respirer un petit peu, tout simplement. J'avais besoin de lâcher la pression. Et puis, scène de jalousie à répétition. Moi, je suis parti quelques jours. Vous aviez besoin d'air, puis vous êtes OK, je vais y retourner, puis là, il dit non, je ne vais plus le voir. Voilà, oui. It's over. It's over. Mais déjà, pour communiquer avec Yves Saint-Laurent, on ne pouvait pas communiquer avec lui directement, il fallait passer par un standard, par ses domestiques. Après, il y a tout un filtrage pour l'avoir directement. Et les domestiques vous font savoir que... Voilà, absolument. Il n'y a plus rien à faire, Voilà. tu ne reviens plus. Et vous avez trouvé refuge au Québec. Oui. Vous vivez au Québec depuis combien de temps? Ça fait 9 ans maintenant. Et pourquoi le Québec? D'abord, j'adore le Québec. Ma femme est québécoise. J'ai rencontré ma femme à Montréal et puis j'ai eu un coup de foudre, point. Ah ouais. J'ai voulu m'y installer. Puis là, voilà. Et maintenant, je vis dans une petite fermette à la Chute, au port des Laurentides. Est-ce que vous portez du Yves Saint-Laurent? Ou... Aujourd'hui, oui? Oui. Vous avez du Yves Saint-Laurent quand même? Oui. C'est la seule d'ailleurs. Et avez-vous toujours de ces montres? Est-ce que c'est une des montres qui vous a offerte? Non, j'ai plus de ces montres. Non, je m'en suis débarrassé. Et quel regard la famille porte? Parce que vous parlez de la famille qui vous a regardé aller. C'est une période un peu difficile pour tout le monde. Oui, mais là, aujourd'hui, finalement, ma biographie m'a permis de reprendre contact avec mes 2 frères, avec lesquels je ne parlais pas depuis 20 ans. Un de mes garçons vit avec moi maintenant. Non, pour moi, les choses vont vraiment de mieux en mieux. Parce que ça a été difficile. Ce que vous racontez, c'est se remettre d'une histoire dans un monde, je le qualifiais de parallèle, je dirais, émaillé de célébrités, de strass, de paillettes, mais aussi de sordide. Et vous décrivez le sordide et vous dites, on sort ébranlé. On le comprend que vous sortiez ébranlé de ce monde-là. Ça s'appelle « Saint-Laurent et moi, une histoire intime ». C'est publié aux éditions Hugo Doc. Merci beaucoup, Francis Thomas. C'était très intéressant.